Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation afin que je me rende à Lyon pour vous entretenir de quelques aspects de l'articulation possible entre les interrogations écologiques et musicales. Hélas, je suis pris en ce moment par le concours de recrutement des chercheurs au CNRS, dont je suis membre du jury. C'est une tâche éminemment importante et extrêmement difficile compte tenu du nombre ridiculement faible de postes comparé au talent des candidats. Et par conséquent, je me dois de remplacer ma présence physique par cette petite vidéo. Alors écoutez, je ne suis évidemment pas expert sur la question sur laquelle vous me sollicitez et je me contente de quelques éléments épars. Je voudrais commencer par dire que le rôle des artistes en général, et des musiciens éventuellement en particulier, est tout à fait central et fondamental dans la manière d'aborder la catastrophe à laquelle nous faisons aujourd'hui face. Catastrophe, le mot n'est pas sous-évalué puisque nous avons d'ores et déjà perdu l'essentiel des populations animales, l'essentiel des forêts, l'essentiel des insectes, puisque la vie est littéralement en train de mourir autour de nous, ce qui constitue bien évidemment une préoccupation majeure, centrale, cardinale pour quiconque, un tant soit peu raisonnable ou sérieux, s'interroge sur son avenir ou celui de ses enfants. Et donc, si je souhaite mettre l'art en position centrale, ce n'est pas pour vous flatter, c'est parce que c'est réellement, me semble-t-il, le lieu de la production culturelle et intellectuelle humaine qui peut permettre l'émergence de déconstruction, pourrait-on dire, à la démesure de l'enjeu auquel nous faisons face. Vous savez, Ionesco fustigeait l'art devenant une récréation dominicale. Et Friedrich Nietzsche craignait que celui-ci devienne une simple épiphanie d'un colifichet de l'existence. Et en effet, si l'art devient ceci, il a perdu son âme. Mais fort heureusement, nous n'en sommes pas encore là. Et le pouvoir extraordinaire d'interrogation, de déconstruction, de mise en abîme procuré par le geste artistique me semble être d'une importance sans équivalent pour faire face à l'ampleur de la crise que nous traversons. Parce que l'art décloisonne, non pas au sens bien-pensant ou mignon de ce terme. Oui, faire des liens, tout cela est très gentil, bien sûr. Mais le décloisonnement dont il était question ici est beaucoup plus fondamental. Ce que je veux dire, c'est que si l'art, bien sûr, décrit, parce qu'il dit quelque chose du monde, parce que l'art, bien sûr, révèle quelque chose du réel, il fonctionne cognitivement, comme l'expliquait Nelson Goodman. Rien ne serait plus erroné que d'opposer art et science en tant que l'un serait du côté du plaisir et l'autre du savoir. Il n'en est rien, naturellement. Mais, en plus de cette dimension fondamentalement descriptive, l'art est toujours également un peu performatif, agentif et même normatif. Et c'est cette capacité comme ça à rhizomatiser, pour le dire comme Deleuze, ou à se ramifier peut-être plus simplement dans le champ gnoséologique, qui va conférer, me semble-t-il, à l'art un rôle absolument fondamental, non seulement dans la tentative de mise en situation de ce que pourrait être une révolution radicale de notre être au monde, mais également dans cette capacité à appréhender par le sensible ce qui, manifestement, ne nous est pas accessible dans une vision purement ascétique, mathématique ou intellectuelle. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit surtout pas ici de conférer à l'art un rôle d'illustration. L'art est une chose sérieuse. Je ne parle ici que d'une capacité de création et éventuellement d'infléchissement. Pourquoi l'art a-t-il, à mon sens, cette vertu fondamentale? Parce qu'il est toujours politique, parce qu'il est toujours culturel, parce qu'il est toujours social. Ce qu'ont montré par exemple les esthéticiens du XXe siècle, les philosophes du XXe siècle ayant touché à la question de l'art. Je pense par exemple à Lukács, qui, avec sa théorie du reflet, qui, avec cette belle image de ce qu'il nomme l'anarchie du clair-obscur, va questionner le lien fondamental entre essentiel et éternel, et sa dimension politique, et sa dimension sociologique.
Je pense à Walter Benjamin, qui, comme vous le savez, a écrit et beaucoup théorisé la question de la production artistique à l'époque de la reproduction technique de l'œuvre. Il pensait essentiellement à l'image, on pourrait bien évidemment le dire, pour la musique enregistrée. Et Benjamin va récuser cette valeur de culte de l'œuvre qui s'est muée en une valeur d'échange dans ce qu'il nomme la perte progressive mais réversible de l'aura. Je pense à Marcuse qui réfléchit sur le caractère affirmatif de la culture. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il montre que si l'art ne veut pas perdre son âme, il est fondamental qu'il ne se place pas dans la surrépression, dans la suraffirmation. C'est-à-dire que si l'art vient en réalité légitimer une société décadente, quelle que soit la raison ou quelle que soit la connotation que l'on associe à ce terme, alors bien sûr, il n'est plus ce qu'il devrait être. Alors bien sûr, il se place dans la procuration d'un bonheur et non plus la promesse d'un plaisir, mais d'un plaisir au sens fondamentalement épicurien qui dépasse bien évidemment une satisfaction. Vous voyez, un plaisir en réalité au sens du désir de Deleuze, c'est-à-dire qui vaut en tant que tel, en tant que cheminement, et non pas bien sûr en tant que réception achevée. Je pense à Adorno et l'articulation de la forme et du contenu, je pense à Jaos, Habermas et finalement l'école de Francfort en général, qui va déporter la question vers la réception de l'œuvre et donc la pratique active du spectateur ou de l'auditeur, qui est toujours dans un geste de reconstruction parce qu'il y a incomplétude du matériau artistique. Et puis bien sûr à Goodman et Danto et sa théorie analytique de la transfiguration du banal. Ce que je veux dire pour être clair, c'est que l'art produit du réel. C'est exactement, littéralement, fondamentalement ce dont nous avons besoin. Écoutez, ce n'est pas à vous que je vais dire ou apprendre qu'après avoir entendu Stravinsky ou même Wagner d'ailleurs, nous ne sommes plus les mêmes. Il ne s'agit pas que d'avoir compris comment le système tonal pouvait être remis en cause par l'apparition déjà presque latente du sérialisme. Non, 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 c'est plus profond que ça. C'est en réalité d'avoir réagencé la grammaire même du matériau que pourtant on continue à utiliser. Je crois que la métaphore parle d'elle-même. D'ailleurs, là encore, pour le dire comme Deleuze, je préférerais l'idée qu'il n'y a pas de métaphore. Tout est en réalité littéral. Alors, vous me demandez ce que pourraient être vos actions pour rendre les choses meilleures, pour contribuer moins à la chute de ce monde que malgré tout nous aimons un peu, puisque nous le partageons encore avec 7 millions d'espèces et avec quelques milliards d'autres êtres humains qui valent en tant qu'eux-mêmes, et pas seulement, me semble-t-il, en cela qu'ils pourraient nous servir. Écoutez, c'est une bonne réflexion, mais quand même, je crois que ça serait un peu indécent de demander aujourd'hui aux artistes des efforts démesurés. Regardez le tourisme de masse, regardez tous ces gens qui font 10 000 km pour aller faire quelques photographies qu'ils posteront sur Instagram face à des peuples, des cultures, des paysages, des animaux dont ils ne connaissent rien et dont ils ne veulent rien comprendre. Ça, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pratique et symbolique. Ça, c'est exactement ce qui nous tue. Et attention, hein, pas seulement l'émission de dioxyde de carbone par les avions qui nous emmènent à l'autre bout du monde, mais par notre seule présence. N'oubliez pas que quand bien même nous n'aurions pas un seul degré de réchauffement climatique, nous serions quand même dans la 6e extinction massive de la vie sur Terre, parce que nous avons réifié les vivants, parce que nous avons assimilé la nature, qui n'existe pas dans son opposition à la culture, à une simple ressource. Voilà les questions fondamentales. De ce point de vue, je crois quand même que l'impact concret, matériel, des déplacements, des productions associées à l'activité artistique est mineur. Et je crois que compte tenu de l'extraordinaire puissance de l'art pour ce qui est de transfigurer le monde, ce n'est pas là
qu'il faut faire des économies. Alors bien sûr, l'argument est dangereux parce qu'on pourrait l'utiliser pour presque tout, et je pourrais dire la science également est intouchable parce qu'elle est trop importante. Et je ne le crois pas pourtant. La science, bien sûr, est vitale, elle également, mais il y a beaucoup de mutations possibles. Peut-être déjà en remettant en cause le dogme de l'hégémonie de la technoscience, qui est très problématique. On le voit bien aujourd'hui avec les folies que nous observons, mais également peut-être de façon plus pragmatique et prosaïque par ces conférences de cosmologie que j'ai vues il y a quelques années encore, menées dans des bateaux de croisière, cela n'a plus aucun sens. Donc oui, il y a des efforts possibles parce que je crois que la révolution au niveau du macrocosme est toujours accompagnée d'une révolution au niveau du microcosme. On ne peut pas toujours dire c'est la faute d'autrui. Vous savez combien il est ridicule et insensé de faire reporter aujourd'hui la catastrophe écologique sur les Chinois, par exemple, alors même que s'ils polluent plus que les Français, c'est en grande partie parce qu'ils produisent ce que les Français consomment. Nous avons externalisé la pollution. C'est absolument scandaleux. Mais toutes ces remarques étant faites, je crois quand même que l'art peut s'autoriser. Voilà. Un petit impact supplémentaire sur ce qui l'entoure, parce qu'il est le lieu de l'émergence du tourbillon. Vous voyez, le tourbillon, c'est quand la petite déviation nec plus quam minimum, disait Lucrèce au De Natura Rerum, permet de mener dans un régime absolument inenvisagé, inouï et impensé. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de se poser des questions pratiques. Peut-on effectivement minimiser ses voyages et sa présence en concert? Moi, j'aime beaucoup Glenn Gould. Comme vous le savez, le pianiste qui ne laisse pas indifférent s'est arrêté en plein milieu d'une pièce polyphonique parce qu'il ne supportait plus ses auditeurs devenus voyeurs, disait-il. Ça n'était pas compatible avec la densité émotionnelle du chant de douleur qui était dévoyé par cette facticité pour lui de la salle de concert. Ce qui est très intéressant, c'est pas bien sûr de demander à chaque artiste, à chaque interprète de se comporter comme Gould. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'il a compris que l'enregistrement pouvait être utilisé dans le sens de l'art, non pas comme un ersatz ou un pis-aller du concert, auquel cas il lui serait par essence et par définition inférieur, mais pour permettre par le mixage, par la correction technique des tonalités, par la surimpression en quelque sorte des différentes prises de son, une plus grande humilité. Ça, c'est formidable. Vous savez que les collègues de Gould disaient que c'est celui qui ne faisait jamais une fausse note. C'est peut-être le seul qui aurait pu tout enregistrer en une seule prise, et je crois qu'il a enregistré 100 fois les Goldberg pour les mixer. Et bien sûr, l'auditeur ne s'en rend pas compte, parce qu'il voulait s'extraire de la démiurgie de l'interprète arrogant, finalement fier de lui-même, et dans l'exhibition d'une pratique de soi. Je ne dis pas qu'il faut faire comme lui, mais ça c'est intéressant. Vous voyez, là il y a une marge de compréhension d'une utilisation technique qui va dans le sens, au moins possiblement, d'une intensification de l'expérience artistique et non pas d'un remplacement du concert par quelque chose qui ne pourrait pas lui arriver à la cheville. Je le redis une fois de plus, lisez Goodman si vous n'êtes pas familier, c'est le langage de l'art. L'art fonctionne cognitivement. Alors, concernant vos interrogations pratiques, qu'est-ce que je dois faire en tant que musicien pour ne pas trop contribuer au désastre écologique? Bon, elles sont tout à votre honneur. Mais moi, je crois que ce que souligne cette question, qui est la vôtre, c'est la limite de la pensée individuelle. À un problème systémique, il n'y a de solution que systémique. Je crois qu'il faut repolitiser un peu la question. Vous savez, c'est très à la mode aujourd'hui de vouloir agir. J'ai fait mon dû. J'ai lutté contre le racisme, j'ai lutté contre le sexisme, j'ai lutté contre la crise écologique, j'ai lutté contre les inégalités. Bon, parfois c'est bien de faire ça, parce qu'on ne peut pas se contenter de la réflexion abstraite et parfois abstruse. Et il est intéressant, parfois même nécessaire et souvent digne de s'engager à l'échelle individuelle. Mais pas si cela nous fait rater la véritable dimension systémique et politique qui est la seule à laquelle une action digne de ce nom est véritablement possible, nécessaire et utile. On doit aujourd'hui
totalement révolutionner notre manière d'habiter l'espace. L'avion à hydrogène ne résoudra aucun problème. D'abord parce qu'il est beaucoup plus polluant qu'on ne le croit, et ensuite parce que s'il ne met pas fin aux milliards de personnes qui s'adonnent au tourisme chaque année, les espaces naturels continueront d'être dévastés et les animaux continueront de mourir. C'est un problème éthique et axiologique, c'est-à-dire relatif aux valeurs. Voilà la question fondamentale. Alors oui, c'est très bien les petits gestes, mais non, ce ne peut pas être une solution. Ça ne peut pas être une solution et il est tout à fait fondamental quand votre statut d'intellectuel, d'artiste, de penseur, de créateur, d'interprète, vous utilisiez ce matériau extraordinairement puissant qui est le vôtre, non pas seulement pour faire preuve, dirais-je, de respect dans votre pratique, mais également pour utiliser cette pratique afin de permettre l'émergence de la révolution. Je parle d'une révolution raisonnable, là encore. Il n'est pas question de couper des têtes. Comme je le disais, je crois, je n'ai, en ce qui me concerne, aucun goût pour la brutalité. Ce n'est pas le problème. C'est l'entièreté de notre hiérarchie d'importance, d'intérêt, de ce qui est mélioratif et péjoratif, qui doit être repensée. Et quel meilleur médium pour le permettre que l'art? Alors, plutôt me semble-t-il que de cesser de voyager, je crois que vous devriez utiliser votre tribune. Quand vous faites un concert, vous êtes face à des auditeurs qui vous écoutent. Utilisez-la. Pour jouer, bien sûr, parce que franchement, on ne peut pas écouter la 9e et rester le même, ou alors on n'a rien compris. Bien sûr que la musique change le monde. Je ne sais pas si elle sauvera le monde, comme le disait Dostoïevski par le prince Mishkin de la beauté, mais évidemment qu'elle agit sur lui. Ça, vous le savez. Mais vous pouvez aussi l'utiliser de façon presque militante, mais militante au sens activiste, au sens puissant, au sens américain du terme. C'est-à-dire en montrant par la performation artistique qu'il est possible de transfigurer le réel. Et qu'il est même, ça il faut le dire, indispensable de transfigurer le réel. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un désir de subversion, ce n'est pas une lubie de bobo. C'est une nécessité de survie. Alors, vous voyez, moi dans mon domaine par exemple, en sciences, j'ai été questionné par des instances sur ce qu'on pouvait faire. Ils s'attendaient à des réponses du genre mettre des doubles vitrages aux fenêtres, imprimer moins les articles, les regarder sur Internet. Mais oui, tout ça est très bien sûr qu'il faut le faire. Mais vous voyez dans mon domaine, ce qui me semble absolument fondamental, c'est quoi? C'est pas ça. C'est de remettre en cause le sens même de la pratique, en interrogeant cette multiplication exponentielle des publications, pas en tant que support physique qui consomme du papier, c'est pas ça qui est important, c'est en tant que visée. Le bon chercheur, c'est celui qui publie beaucoup, c'est celui qui produit de plus en plus, c'est ça qui nous rend intelligents aux yeux de nos collègues. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur cette valeur erronée qui est inadapté du point de vue de la qualité de l'investigation scientifique et qui est catastrophique du point de vue de l'impact écologique qu'il faut prioritairement travailler. Utiliser cette tribune comme des révolutionnaires en tournée. Je crois que si vous vous pensez comme tel, le problème en grande partie s'amoindrit et qu'au contraire, cette capacité de monstration d'un ailleurs dans l'ici qui est la vôtre peut être utilisé pour accompagner les immenses mutations qui sont nécessaires et qui, je le dis une dernière fois, sont d'abord axiologiques. C'est vraiment là que doit porter l'effort. C'est sur l'évaluation de ce qui est, en termes de valeur, considéré comme mélioratif ou péjoratif. Pour finir, il se trouve qu'aujourd'hui même, je crois que nous sommes le 16 juin, n'est-ce pas, où vous me demandez cette vidéo, va paraître une tribune sur cette question, musique et écologie, et je me suis trouvé être dans la boucle de génération de cette tribune, bien que n'étant pas moi-même musicien. Je vous en livre donc juste quelques lignes parce que je la trouve intéressante. L'écologie, dit-elle, ne doit plus être un label de bien-pensance, mais une pratique collective et un engagement politique. Un engagement politique. Excusez-moi, je voudrais être très clair. Vous ne pouvez pas voter pour un homme ou une femme qui ne fait pas
de la sauvegarde, du respect, de la repensée de la vie sa priorité et croire avoir politiquement agi parce que vous avez moins pris l'avion. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez plus chercher de représentants, me semble-t-il, qui ne fassent pas d'une refonte radicale des valeurs dans le sens de la vie sa priorité absolue. Ça vaut pour l'écologie, ça vaut aussi pour le racisme, ça vaut aussi pour le néocolonialisme. Toutes ces questions sont quand même, dans une large mesure, liées. Alors, explique cette tribune, sans doute faut-il renoncer à un certain nombre de privilèges immédiats. Et je suis d'accord. Mais encore faudrait-il redéfinir ce qu'on appelle privilège. Encore faudrait-il ne pas dépolitiser la question, encore faudrait-il ne pas rabattre cette question immense sur les seuls gestes individuels. Et le problème, c'est que diminuer sa mobilité, et donc son impact, reviendrait à s'invisibiliser professionnellement, dit le texte. Il faut donc entièrement revoir l'organisation des pratiques de la musique vivante avec de nouveaux paradigmes et de nouveaux récits. Il est temps de changer de modèle. Vous voyez, c'est ça vraiment le point nodal. On ne peut pas gagner un jeu lorsque les règles ne le permettent pas. Alors la première étape, c'est de changer les règles. La deuxième étape, c'est d'envoyer promener le jeu et de jouer à un jeu plus intéressant. À un jeu dans lequel il y a une issue favorable possible. C'est très important ça, parce que si on se contente des petits gestes, on peut au contraire, si vous voulez, permettre au système actuel de perdurer et, in fine, avoir fait plus de dégâts. Donc, il faut être très circonspect sur ces questions. Donc, dit ce texte, nous croyons à la relocalisation des industries et des entreprises, et nous croyons également à la relocalisation de l'art. Et écoutez bien, c'est intéressant. L'objectif n'est pas de se couper de l'international, ni de la richesse des échanges interculturels, heureusement, mais de les appréhender sous l'angle de l'immersion. Au lieu de promouvoir des concerts uniques et isolés et privilégier des projets de longue durée, accompagnés d'actions artistiques et culturelles dans le pays d'accueil, nous devons redonner à l'acte de voyager son caractère exceptionnel et précieux. Nous devons ressortir de l'obsolescence programmée des créations. Chaque année, un nouvel album, un nouveau projet, une nouvelle création. Ceci conduit à une certaine précipitation et à une surproduction généralisée à tous les échelons. Exactement ce que je vous disais tout à l'heure de la recherche scientifique. Le chercheur, souvent, ne souhaite plus la découverte, il souhaite la publication. Peut-être le musicien, parfois, ne souhaite-t-il que la multiplication des interventions et non plus l'épiphanie de la grâce. Voilà où il faut aussi faire porter le travail, en accord avec les festivals, avec les théâtres, avec les producteurs, avec les lieux et avec les finances publiques, parapubliques et privées. Il faut, écrit le texte, un changement radical de paradigme auquel nous devons travailler ensemble. Il y a, accompagné avec ces déclarations d'intention, un grand nombre de propositions concrètes. Je crois que si elles sont adjointes à une réflexion politique fondamentale, l'action individuelle, si vous voulez, c'est ça que je veux dire, c'est aussi la nécessité de réfléchir structurellement, sans cesse, sur tout ce qui nous apparaît comme inévitable et qui relève en réalité de circonstances contingentes et donc déconstructibles. Et si donc, disais-je, on adjoint ces petits gestes individuels dans le domaine de la pratique musicale avec cette réflexion de fond, mais qui n'est pas une réflexion éthérée d'intellectuels désincarnés, qui est une réflexion active, révolutionnaire, performative, alors peut-être quelque chose est possible, et je crois que si cette chose est possible, l'art y jouera nécessairement un grand rôle. Merci.